Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de l'histoire africaine à travers un document sorti à l'Université de Lomé, des mélanges en hommage au professeur Michel Adovi Gouerkwe, intitulé Dynamique de l'histoire économique, sociale et culturelle en Afrique et au Togo. Et pour cette seconde partie, donc justement, nous allons évoquer le sort de l'histoire africaine, quels sont les enjeux, les défis de cette histoire, quitte à revenir à la fin sur les conclusions et surtout l'impact que vous souhaitez avoir de ce document, qu'est-ce que ça peut laisser comme trace. Donc pour commencer, professeur Assima Kwacha, je reviens à vous. Comment se porte l'histoire africaine Oui, l'histoire africaine, en termes de méthodologie, en termes de connaissances, elle se porte bien. Je veux dire qu'elle se porte et de façon excellente. La preuve, quand vous allez dans les universités africaines, la recherche est dynamique, et la connaissance, elle est produite à très grande échelle. Nous ne sommes plus à l'époque où cette histoire-là, elle était faite par quelques Européens qui nous dictaient quoi faire. Et cette histoire, elle ne se limite pas seulement à l'Afrique. Elle est enseignée en Europe, elle est enseignée dans les universités asiatiques, elle est enseignée dans les universités américaines. Maintenant, ce qu'on peut dire, autant la dimension recherche fondamentale, production de la connaissance est très dynamique, autant en termes de vulgarisation et d'actualisation des connaissances, beaucoup de choses restent à faire. Eh bien justement, dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut dire que l'histoire africaine se porte bien? Quand l'histoire devient une affaire d'universitaires qui... Oui, mais d'abord, puisque, attendez, si vous n'êtes pas historien, si vous n'êtes pas universitaire, comment vous pouvez être historien? Parce que vous voyez, il y a une définition universitaire de ce que c'est que l'histoire. L'histoire est produite par un historien, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études spécifiques dans un département d'histoire et qui applique les méthodes à cette production. Par généralisation, on intègre les traditionnistes, etc., dans les rangs des historiens. Mais stricto sensu, au sens universitaire du terme, nous appelons un traditionniste. Et nous appelons un chroniqueur. Donc, il n'y a pas d'histoire en dehors d'un historien. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire a deux dimensions. Il y a la dimension fondamentale qui est la dimension production de la recherche. Et à part les universités, dites-moi là où vous pouvez déployer les méthodes scientifiques telles qu'elles sont établies par les sciences historiques pour produire des connaissances dans les universités. C'est tout à fait normal. Maintenant, vous avez d'autres échelons. C'est l'échelon de la vulgarisation. Par rapport à ça, ça va impliquer les hommes politiques. Parce que pour faire un programme d'enseignement, il faudrait que ce soit une décision politique. Ça va impliquer les enseignants, ça va impliquer beaucoup d'autres acteurs. Voilà. Et à ce niveau, il nous semble que, en tout cas pour ce que moi je sais du Togo, la connaissance n'est pas suffisamment mise à jour. Je m'explique. Dans les années 40-50, on disait que l'histoire africaine n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes partis d'une situation où on nous dit que l'histoire africaine n'existe pas. Voilà. À une situation où on accepte que cette histoire-là, elle est là. Et elle est faite par les Africains eux-mêmes et pour les Africains. Voilà. Ma question qui me vient à l'idée, est-ce que l'histoire finalement n'est pas un piège? Parce que quand je revisite certains cours que nous avons eus, c'est beaucoup de contes-vérités qui ont été cimentés. Contes-vérités? Oui, vous avez cette impression parce que vous vous situez dans la dimension vulgarisation de l'histoire. Parce que l'histoire commémorative ou l'histoire vulgarisée, c'est une histoire qui est simplifiée de sorte à la rendre intelligible. C'est-à-dire toute la complexité de l'analyse avec les restrictions, les réserves, très difficile à traduire à des gens qui ne sont pas des spécialistes. C'est ce qui fait que les gens croient que les productions historiques sont des productions finies. C'est-à-dire toute connaissance historique sur un sujet, et les gens croient qu'elle est finie, elle est définitivement établie, ce qui est faux. Toute histoire évolue, et toute histoire, c'est l'histoire du présent. Oui, c'est-à-dire que nous sommes en 2000, et comme toute science d'ailleurs, ça s'applique à tous, nous sommes en 2000. Et le niveau de connaissance en 2000 est lié au niveau des techniques historiques
aux sources accessibles, etc. Oui, mais quand vous voyez dans les années, dans certains cahiers, oui, vous verrez les mêmes cours copiés en 1920. Ça, c'est un problème de pédagogie lié au ministère des enseignements secondaires. Ce n'est pas un problème d'historien. C'est un problème de pédagogie parce que quand vous faites de l'histoire avec les mêmes programmes qui datent d'un siècle, avec les mêmes manuels d'histoire, alors que la recherche évolue au jour le jour. Avec des méthodes dépassées. Vous utilisez des méthodes qui sont surannées. Périmées. C'est ce que le professeur Assima Kwacha appelle par la non-actualisation des connaissances. Alors, on peut découvrir des situations comme cela. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a une autre dimension de l'histoire, puisque l'histoire, il est attendu de l'histoire de forger l'identité nationale. Et quand on est sur ce terrain-là, on peut ne pas avoir affaire à l'histoire purement scientifique. C'est ce qu'il appelle l'histoire synthétisée, l'histoire le passé recomposé. Recomposé, si tu veux. Et à partir de ce moment... Est-ce que le passé recomposé n'est pas un passé falsifié? Parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ce n'est pas forcément falsifié, mais ça poursuit un objectif. Le modèle de citoyen qu'on veut avoir est forgé à partir d'une histoire qui permet à ce citoyen qui l'apprend de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est ce qui fait qu'on fait intervenir parfois des mythes, des héros, etc., pour pouvoir forger l'identité de l'apprenant ou du citoyen. Mais si on laisse de côté cet aspect de l'histoire et qu'on vient sur le terrain de l'histoire scientifique, alors je ne vois pas en quoi on peut critiquer cette histoire africaine-là comme une histoire qui a des erreurs, une histoire qui véhicule des choses qui ne sont pas actualisées. Et par rapport à cela, je voudrais dire quand même qu'en matière d'histoire africaine, le professeur l'a dit, on a fait un bond de géant, parce que le contexte des années 1960, où les historiens africains eux-mêmes étaient un peu complexés vis-à-vis de leurs collègues de l'Occident, ce contexte-là est dépassé. Et aujourd'hui, dans les grandes universités africaines, nous en sommes à la 4e ou à la 5e génération d'historiens. Et comme il l'a dit, ces historiens ont été formés en Afrique. L'autre chose, c'est que vous avez beaucoup de laboratoires de production des connaissances qui se retrouvent même dans les grandes universités occidentales. Quand vous allez en Amérique du Nord, au Canada, etc., nous avons écrit plusieurs ouvrages qui se retrouvent là. Il suffit de taper son nom ou mon nom. Vous allez voir dans des bibliothèques occidentales nos productions ici. Donc, pour dire que le contexte des années 70 où la production historique en Afrique est comme ostracisée, on a dépassé ce contexte-là où nous avons une certaine vulgarisation dans le monde scientifique aujourd'hui de nos productions. L'autre chose, c'est qu'il y a des écoles historiques qui émergent de plus en plus sur le continent africain. On a parlé tantôt de l'école historique de Lomé, l'école historique de Dakar, l'école historique de Yaoundé, etc., qui forment de vrais historiens qui aujourd'hui sont en mesure de débattre des questions, de niveau scientifique assez enviable avec leurs collègues de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique, de l'Europe occidentale, etc. L'autre chose, c'est par rapport à cette volonté-là de mise en commun des énergies sur le continent africain autour de l'histoire, parce qu'il y a une association des historiens africains. Et cette association-là a tenu son dernier congrès en novembre 2018, à Yamoussoukro, on y était, où on voit quand même toute la dynamique de réflexion en termes d'actualisation des connaissances, en termes même de défrichement des nouveaux axes de recherche. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, les thématiques de prédilection qui bouillonnent dans les milieux scientifiques occidentaux sont d'actualité chez nous. On ne peut pas dire que nous sommes provincialisés, comme on dit, en matière de production scientifique en Afrique. Mais, professeur Cousin, je vais rester un peu avec vous, parce que l'histoire me mélange un peu, comme vous me mélangez. Alors, d'accord. L'histoire, quand on parle d'histoire africaine, il y a
cette histoire recomposée par les colons qui a été longtemps servie. Il y a la nouvelle dynamique suscitée dans les universités où vous tentez de vous réapproprier l'histoire. Il y a l'histoire connue aussi par les Africains. Donc où en sommes-nous aujourd'hui avec cette histoire à 3 vitesses? 3 vitesses, ouais. Je crois que cette histoire se porte très bien. Quoique les collègues l'ont... Malgré ces 3 textes. Dit, par rapport à la production, par rapport aux enseignants qui sont formés. D'ailleurs, on les appelle enseignants à l'université, enseignants-chercheurs. Oui, oui. À la fois l'enseignement qu'ils donnent, mais aussi les recherches qu'ils font dans le domaine de l'histoire. Même si l'histoire, on arrive des fois à la falsifier, tout dépend de ce qu'on veut faire passer. Oui, mais est-ce que vous êtes arrivé à rétablir toutes les vérités d'abord sur l'histoire imposée par les colonisateurs? Il y a le rôle que joue le pouvoir public. Et souvent, nous donnons l'exemple de la France avec Astérix Obélix. Quand vous suivez ces bandes dessinées, on a l'impression que Astérix Obélix arrive à battre toute une armée romaine. Mais ce n'est pas la réalité historique. Parce qu'on veut susciter chez le petit Français le patriotisme. Donc, ça se fait aussi. Mais quand on veut faire réellement l'histoire, on met l'accent sur la méthodologie en question. Je cite ici André-René Marot qui dit « L'histoire, c'est la connaissance du passé humain. Pas la connaissance, c'est la démarche, mais aussi la connaissance qu'on obtient à partir de la démarche en question. » Est-ce que le vrai passé africain est rétabli aujourd'hui? Et n'est historien qui veut. Non, ce que je veux dire... Monsieur Gouza, il a un temps de retard de parole. N'est historien qui veut. Donc, quand vous parlez de l'histoire à 3 dimensions, je prends l'exemple de... À 3 vitesses, voilà. Et il y a Robert Cornevin, on parle du colonisateur, qui a eu à écrire l'histoire du Togo. Mais on sait les insuffisances de cet ouvrage-là. Oui, mais est-ce que ces insuffisances ont été corrigées? Oui, justement, qui a amené les historiens togolais à écrire Histoire des Togolais, non Histoire du Togo. Histoire des Togolais qui... C'est des Togolais dans les tiroirs. Est-ce que vous les avez vulgarisés, ces histoires du Togo? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de démarches. Moi, j'étais encore à l'époque au lycée. On a envoyé ces documents dans l'établissement qui n'ont pas été pris en compte par l'établissement pour enseigner aux élèves. Donc, M. Assima a fait des demandes dans ce sens-là. C'est fait. Et, par exemple, Cornevin n'est pas togolais. Il a eu des informations qu'il a recueillies sur le terrain, mais en tant qu'administrateur, et il a eu à donner des informations qui sont pas bien, puisqu'il est défini par rapport aux occupations, au peuplement du Togo, ceux venus de l'Est, ceux venus de l'Ouest, etc. Quand les Togolais ont compris cela, ça ne participe pas à la cohésion nationale et à la formation de la nation, qui a amené à ce qu'on dit non, il faut plutôt mettre l'accent sur d'autres aspects qui peuvent nous amener à constituer notre nation. Et à partir du moment où on a écrit Histoire des Togolais, on fait parler notamment les Togolais, mais aussi des historiens togolais qui parlent, qui écrivent leur histoire. Alors pour vous simplifier la tâche, est-ce que vous ne devez pas, en tant qu'historien, vous n'avez pas un travail de déminage à faire d'abord? Non, écoutez, oui, mais... oui, s'il vous plaît. Oui, je veux qu'on soit très clair. Hein. Il y a ceci. L'histoire n'est pas à 3 têtes ou à 3 pieds ou à 3 jambes. Il n'y a qu'une histoire. Voilà. Et cette histoire, la connaissance, elle est produite, elle est là. Maintenant, l'historien ne peut pas compenser les carences des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il faut fondamentalement produire une connaissance qui soit juste, qui soit vraie. Elle est là. Quand vous prenez l'histoire des Togolais, au moins jusqu'en 1960, cette histoire elle est écrite. Pour 1960 en 90, je crois que nous avons une synthèse qui est en cours. Donc fondamentalement, maintenant, quand on me dit que les Togolais peut-être apprennent des choses pas justes, ce n'est pas l'historien qui a tronqué l'histoire. C'est-à-dire vous avez les pouvoirs publics qui décident du contenu des programmes. En dépit de tous nos efforts, je crois que le professeur Gaïbor en son temps s'est débattu,
l'association des historiens et archéologues du Togo, RAT, a essayé de faire de son mieux. Mais pourquoi ça ne change pas? Mais ce n'est pas l'historien qui va aller maintenant dans les salles de classe avec un bâton pour dire à l'enseignant, tu enseignes ce qui est vrai. Sinon, on a distribué le livre vert, pas le livre du rassemblement du RPT, c'est le second tome. Parce que quand on a écrit l'histoire des Togolais, on a fait 2 trucs de synthèse. Il y a une première synthèse qui est jaune, qui est consacrée à la période précoloniale. Et il y a un deuxième ouvrage qui a une couverture verte, consacrée à la période coloniale. On a diffusé ça, vendu à prix très moins cher, financé par la francophonie, diffusé dans les Limusco, etc. Beaucoup d'enseignants ont acheté. Ça veut dire qu'ils sont en contact avec la connaissance qui est actualisée. Il y a eu les manuels financés par le Pascrena. On en a écrit et un plus petit pour le primaire et un plus volumineux pour le secondaire. Mais pourquoi est-ce que ça ne change pas? Ce n'est pas une question d'historien, c'est une question de pouvoir public. Et les pouvoirs publics ont démissionné. Ça s'enracine tout simplement dans quelque chose de précis. Et il faut être précis. Vous savez, nous avons une responsabilité. Quand nous venons sur les plateaux, ne disons pas ce qu'il y a. Ce n'est pas dans les couloirs que nous allons parler. Il faut que nous disions la vérité sur les plateaux pour que les pouvoirs publics comprennent bien ça. Je dis ceci. Quand vous prenez des gens, vous leur faites comprendre qu'ailleurs c'est mieux, et que vous avez même des responsables politiques qui les disent. On les forme pour qu'ils puissent partir. C'est-à-dire que l'État togolais dépense des milliards pour former des citoyens qu'on ne va pas employer, mais qu'on va laisser partir. On ne fait rien pour que les gens se sentent togolais. C'est à travers quoi les gens peuvent aimer leur pays. C'est à travers des disciplines comme l'histoire, des disciplines comme la géographie. On fait en sorte que les gens soient conscients de leur identité de Togolais, de leur passé, qu'ils se connaissent et qu'ils aiment ce pays. Quand ce n'est pas comme ça, on a beau réaliser toutes les bonnes infrastructures, les meilleures choses. D'abord, les gens n'aiment pas les pays, ne vont même pas les entretenir. Parce que cette conscience d'appartenance à une entité, vivre ensemble, qu'il faut sauvegarder, les gens ne l'ont pas. OK? Et ensuite, on s'en fout de toutes les façons. Si ça barde ici, si ça se passe mal ici, moi je vais partir. C'est pourquoi les gens peuvent aussi partir, aller mourir dans les bateaux, parce que rien n'est fait pour que les gens aiment leur pays. Donc c'est une démission des responsables. Ça, c'est pas une démission des historiens. Des responsables qui ne font pas ce qu'il faut, des responsables politiques, pour que les Togolais aiment le Togo. Et ça fait partie de la politique. De ces responsables politiques dont vous parlez sont universitaires ici et ailleurs. Bon, mais parmi nous ici, là, qui a le pouvoir d'aller changer quelques virgules, que ce soit dans non, mais je pense que la CVJR a fait un travail a fait un travail formidable. Et dans les recommandations, elle a dit clairement que si les Togolais en sont arrivés à ce niveau de détestation, c'est pas méconnaissance de leur histoire. Et la CVJR a recommandé que les historiens puissent vulgariser leur production. Et je pense que le manuel dont il parle... l'histoire des Togolais? Non, pas l'histoire des Togolais. Mais il y a plusieurs manuels. Il y a plusieurs D'abord, nous avons l'histoire des Togolais. Pourquoi est-ce que les citoyens même ne lisent pas pour avoir connaissance de leur histoire? Voilà. Deuxième chose, il y a un deuxième manuel qui est le résumé de ces manuels, diffusé depuis de longues années. Pourquoi? Et rendu accessible. Oui. Et le troisième manuel, le manuel du Pascrena. Oui. Vous êtes un peu dans le contexte du Togo. Moi, je vais même au-delà du Togo, l'Afrique. C'est la même chose. Il y a eu une époque où ceux qui voulaient même écrire sur l'histoire de l'Afrique étaient combattus. Moi, je donne l'exemple de Cheikh Anta Diop, qui est allé en prison à cause je sais, mais cette travaux. Quand les Africains en sont arrivés à jeter leurs enfants en prison parce qu'ils voulaient écrire sur l'histoire africaine. Est-ce que cette époque est révolue aujourd'hui? Cette époque est révolue. Elle est révolue parce que c'était pendant la période des partis uniques où on estimait que écrire l'histoire, ça va révolutionner les gens, etc. On avait une mainmise sur la production historique, en amont comme en aval. On ne faisait rien pour pouvoir diffuser les productions des historiens, etc. Mais aujourd'hui, je pense que cette période-là est derrière nous. Mais ce dont nous parlons, ce n'est pas spécifique au Togo. Moi, je me rappelle qu'en 2014, on s'est retrouvé à Dakar avec des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens autour des manuels scolaires. Et donc, il y avait des historiens, il y avait des géographes, etc.,
où le constat qui est sorti de cet atelier est unanime. C'est-à-dire que vous avez des historiens qui produisent l'histoire scientifique, la vraie histoire, mais qui n'est pas prise en compte dans l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ce ne sont plus les historiens qui sont en faute en ce moment-là, mais ce sont les pouvoirs publics. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il a suffi que dans le programme de l'enseignement secondaire, qu'on demande aux enseignants d'enseigner les migrations, peuplement et migration. C'est une nouvelle thématique qu'on a introduite dans le programme. Que tous, moi j'ai eu plusieurs enseignants de lycée qui m'ont appelé, ah professeur, votre manuel là, est-ce qu'on peut le trouver parce qu'il y a un chapitre sur peuplement, migration, etc. Justement, parce qu'ils savent que la connaissance existe. Mais tant que les pouvoirs publics ne les orientent pas en termes de programme vers les contenus pédagogiques que nous avons, ils ne pourront jamais les enseigner. Oui. Moi, je ne partage pas forcément votre optimisme. Le type de citoyen formé, c'est l'autorité, le pouvoir public qui définit ça. Mais professeur Gouzan, moi je suis Cousin. Oui, voilà. Professeur Cousin, moi je suis journaliste. En Afrique, il n'est pas aisé d'écrire sur le présent. D'accord? Oui, vous pouvez me dire que dans le passé, vous êtes totalement... Vous avez les coudées totalement franches. Oui, oui. Oui. Si on ne peut pas aisément écrire sur le présent, est-ce que le passé est facile à... Moi je donne un cours sur l'histoire du Togo post-colonial, de la période de 1960 à peu près aux années 90. Je n'ai jamais été inquiété pour mes propos ou pour mes écrits à ce sujet. Vous savez, je vais dire ceci. Lorsque vous êtes dans une situation de liberté, personne ne viendra te dire, tiens, ta liberté, prends-la. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mourir martyr avant la révolution. Il faut jouir de sa liberté et qu'il y ait des problèmes et qu'on voit qu'il y ait des problèmes. Voilà. On ne peut pas dire que... moi, je ne vois pas quel est le problème au Togo. Le vrai problème, il est partagé. Je ne parle pas du Togo, je parle de l'Afrique. Oui, voilà. Le problème est partagé entre, la démission des pouvoirs publics, la paresse aussi des populations. Parce qu'en France, les gens ont une culture parce qu'ils vont vers la culture. Les gens vous disent que non, nous on ne veut pas lire, nous on ne veut pas lire. Combien même, vous êtes des hommes de médias, combien de médias proposent de faire des documentaires sur la culture, sur l'histoire du Togo, etc. Il y en a très peu. Voilà, on nous dit que peut-être que vous n'acceptez pas. Mais attendez, si les universitaires ne sont pas dispo, vous avez au moins des gens qui ont le master ou des professeurs de lycée qui ont quelquefois la connaissance suffisante pour vous guider. Donc c'est que il y a une idée qui s'est imposée. On a essayé de faire croire aux gens que, à part les sciences, il n'y a rien à faire. Quand vous faites, par exemple, les études historiques, on vous dit non, prof. Pour aller enseigner. Les sciences expérimentales. Oui. Et donc, etc. Oui. Tout simplement parce que les gens eux-mêmes, ils sont ignorants de comment exploiter les sciences humaines pour construire le pays. En Europe, on n'a pas construit les États européens avec les sciences exactes. Oui. Ce sont des États qui ont été... aussi, quand vous limitez l'enseignement supérieur à Bac plus 2, Bac plus 3, on ne sait pas au fond ce qui se passe. Hein. Oui, mais qui dit Bac plus 2, Bac plus 3 personne ne limite. Est-ce qu'on limite? Personne n'a limité. Au Togo, les gens même ceux qui se sont limités à ce niveau-là... Mais c'est eux-mêmes qui se limitent. C'est eux-mêmes qui se limitent. Alors, ce que je veux dire... Vous êtes d'accord avec moi que ce que je veux dire... Si vous n'êtes pas allé au ce que je veux dire... Non, pas forcément. Il a parlé des documents de vulgarisation. Oui, ce que je veux dire... Nous avons l'école normale supérieure. C'est que pour construire une nation, on a beau amener toute notre informatique ici, toute notre mathématique ici, il n'y aura rien. Les sciences humaines. Il faut recourir aux sciences humaines et leur donner véritablement leur place. Tant qu'on ne continuera pas à percevoir les sciences humaines comme des spécialités de fabrique de chômeurs, parce que justement, ça fabrique les chômeurs parce qu'on ne sait pas quoi faire pour employer ces gens-là qui sortent. Le contraire est valable également. Les sciences humaines, sans la technologie, sans les sciences dures, ça ne sert pas. L'histoire existe et au moins jusqu'à je sais pas, jusqu'à écarter 2000, c'est plusieurs millénaires. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien, ça existait. Et ça permettait aux États de se former. Le 19e siècle a existé comme siècle de la science parce qu'il y a eu le 18e siècle, siècle des Lumières. Pour montrer justement le rôle des Lumières, des sciences, des lettres et des sciences humaines dans la construction d'une société. Si vous prenez par exemple la société allemande à un moment donné était en crise même de repères, comme au Canada.
Et on a dû faire appel aux spécialistes des sciences humaines. Au Canada, c'est carrément aux historiens qu'on a fait appel pour pouvoir proposer un nouveau modèle de société pour que ce modèle-là soit rassembleur et que cela puisse permettre à la société canadienne de pouvoir retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Donc je pense que tout est question de la vision, de la vision des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Aujourd'hui, c'est désolant de constater que même certains pouvoirs publics estiment que, bon, quand vous faites de l'histoire, c'est juste pour aller enseigner, pour aller tenir la craie, alors que sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qui reste à faire maintenant, professeur Cousin? Et les propos suivants, je l'ajoute, sont encore d'actualité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. On ne va pas se contenter seulement des sciences. Au temps du coronavirus, vous avez parfaitement raison. Alors, quels sont les enjeux maintenant de cette histoire africaine qui se porte bien selon vous? Quels sont les défis à relever désormais? Je crois que les défis ont été déjà évoqués en temps. La vulgarisation. La vulgarisation, et compte tenu du contexte aujourd'hui, la numéralisation. La numérisation. Il faut maîtriser les outils informatiques et aussi susciter chez les jeunes cette envie de faire l'histoire parce qu'après tout, il faudrait qu'il y ait la relève. Donc, ce sont ces défis-là qui sont d'actualité. Et puis, il ne faut pas oublier le côté financier, financement de la recherche. C'est un défi très lourd, comme le collègue Tibet l'a dit. Il faut motiver les gens. Du moment où on ne finance pas la recherche, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de bureau pour l'enseignant pour faire la recherche. D'ailleurs, on se demande, mais qu'est-ce que vous faites avec les bureaux? C'est quand les enseignants réclament avoir des bureaux, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? D'ailleurs, on dit, mais vous dites, vous êtes enseignant, vous cherchez quoi? Mais on ne sait pas ce que vous cherchez. En réalité... Et souvent, ceux qui disent ça, ils n'ont même pas cherché à lire ne serait-ce qu'un seul article produit. Mais le premier des défis, est-ce qu'il n'est pas de, comment je vais dire ça, repositionner l'histoire dans son contexte? À quoi sert l'histoire? Est-ce que vous n'avez pas ce travail à faire? L'histoire sert à vivre. Oui, non, pas à moi, mais est-ce que vous n'avez pas besoin... Et à participer à la construction de la nation. S'il vous plaît, l'historien a pour mission de produire l'histoire. Maintenant, comment utiliser l'histoire pour bâtir une nation fiable, ce n'est plus le travail du seul historien. Il me semble justement, c'est là que... Voilà, mais non, c'est pas... Il me semble qu'il vous revient, vous, d'expliquer cette nécessité et de comment on peut exploiter l'histoire. Oui, mais je crois que dans beaucoup de nos productions, nous l'avons expliqué, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on aille faire un extrait de bibliographie envoyé aux hommes politiques pour qu'ils lisent? Ça dit, l'historien, ce n'est pas l'historien qui décide, ce n'est pas l'historien qui prend les décisions politiques. Je donne un exemple. Vous pouvez inspirer les décisions politiques en faisant du lobbying, en expliquant. Oui, mais on essaye, mais il faut que vous soyez écoutés. Si vous n'êtes pas écoutés, je donne un exemple. Je vais donner un exemple. Mais je prends l'exemple des méthodes d'enseignement de l'histoire, où on dit qu'il faut mémoriser, etc. Ailleurs, ça fait même plusieurs décennies où, quand vous voyez les épreuves d'histoire, c'est à travers des documents, on amène l'enfant à analyser, à tirer des conclusions, à mobiliser ses connaissances pour produire un travail de réflexion, un paragraphe argumenté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, si on nous dit, voilà, nous voulons des gens qui puissent s'appuyer sur l'histoire pour améliorer leur réflexion. Nous, on est capable de leur faire ces genres de propositions qui sont d'ordre pédagogique. Mais il faudrait que quelque part, on décide que c'est là. Et là, vous voulez que nous fassions quoi? À moins qu'à titre individuel, vous n'alliez aux élections et que vous puissiez gagner, ou bien que vous soyez nommé, que vous soyez dans une position où vous pouvez influer. Or, ça, c'est pas l'historien, en tant qu'historien, il n'a pas cette possibilité. Les historiens, je pense, africains, font leurs efforts. Simplement, c'est que l'Afrique est un continent très perméable et permissible. Je m'explique. En Europe, eux, avant de se préoccuper des sciences, ils ont réglé la question des nations. C'est-à-dire, ils ont mobilisé les sciences humaines, ils ont construit un vivre ensemble, développé une conscience, etc. Nous, nos États sont des États jeunes et fragiles. Nous n'avons pas encore développé ces consciences qu'on dit non. Ces sciences-là, c'est des sciences du passé. Maintenant, allons utilisons les maths, l'informatique, etc. Oui, d'accord. Mais nous sommes confrontés à un défi qui est beaucoup plus grand. Celui de construire en même temps nos nations
en nous insérant dans la modernité qui est faite des sciences. Maintenant, si ceux qui décident, eux, ils se disent que nous, on va simplement nous occuper de la science, en oubliant de construire la fondation. Vous voulez que nous fassions quoi? Mais justement, Ouais, c'est ouais, pour parce ça que que je vais vous revenir. reviens d'expliquer. Attends, je vais revenir Mais nous l'avons suffisamment expliqué. à la question de départ. Nous Les sommes en défis. train de le faire. Pour hiérarchiser, en disant que les défis aujourd'hui auxquels fait face cette histoire africaine, c'est d'abord de parvenir à rédiger des histoires nationales. Certains pays ont réussi le pari, comme le Togo. Mais en Afrique, il y a beaucoup de pays qui se cherchent encore en ce qui concerne les synthèses nationales en termes de l'histoire comme Je ne vais document pas de te couper la parole, mais une minute. Ça a été fait, ce n'est même pas avec l'argent togolais dans la plupart des cas. C'est-à-dire que, quelquefois, même pour rédiger une histoire nationale, ce sont les Européens qui vont vous financer. Est-ce que ce financement influence ce que vous écrivez? Non. Oui, bon, pas toujours, pas toujours. Par exemple, dans certains cas, quand par exemple, si c'est une compétition, ils vous lancent l'appel à contribution. Ils vous disent, nous voulons telle caractéristique. Ça peut influer, mais pas toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que les pouvoirs publics font? Si c'était une question importante pour les pouvoirs publics, pourquoi ne pas mobiliser les équipes d'historiens qui existent dans presque tous les pays, donner un financement qui ne représente rien du tout et leur dire, sortez-nous par exemple, et etc. Vous avez la liberté. Professeur Simon Kwacha, est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, il n'a pas terminé. Oui, mais Je reviens sur la question pour dire, à part ou en dehors de ces synthèses-là, il y a la question de vulgarisation, qui est aussi un avant la défi majeur. vulgarisation, est-ce qu'il ne faut pas aller à une synthèse africaine aussi? Parce que là, Ça existe. Attendez, il y a la vulgarisation, la synthèse africaine, c'est l'initiative de l'UNESCO Ça existe. autour de l'histoire générale de l'Afrique. En plusieurs En 8 tomes. Et je crois que le 9e tome est en train d'être rédigé aujourd'hui. Donc, Et il y a même la synthèse et il y a la existe. traduction Il y a même la dans les langues africaines. traduction dans les langues africaines qui existe également. Maintenant, cette vulgarisation-là est confrontée à un autre type de défi, les moyens financiers. Parce que pour vulgariser, il faut avoir de l'argent, produire et mettre à la disposition de la population. pas forcément. Vous avez des moyens, des canaux plus faciles aujourd'hui. Des canaux plus faciles, justement. C'est Vous avez Internet, vous avez les médias, vous les avez- médias, mais le problème, c'est que Bon, ça, c'est le problème, ça. les médias ne s'intéressent pas toujours à ces questions d'ordre historique. Mais à vous Ça, de il vous faut faire le intéresser, dire. Parce que là, vous aimez plus les hommes politiques qui parlent de politique, etc. Alors que vous avez également un rôle à jouer dans le façonnage des identités à l'échelle des nations. Et donc, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait à votre niveau également pour que vous puissiez savoir que C'est à votre niveau il n'y que a le pas travail doit se faire. Ça s'appelle communication. il- C'est à vous de il vous n'y a pas organiser que- il n'y a pour pas que- communiquer, non? Parce que quand, par exemple, vous sortez un ouvrage, vous voulez aller sur un média, on vous dit il De faut payer. payer de l'argent. Oui, mais combien on vous a demandé pour vous recevoir ici? Bon, enfin, une seule hirondelle ne fait pas le pèlerin. Oh, Donc, si je vous voulez, pense que dressez-nous les statistiques il y a- de vos il y a- émissions et quelle est la part il y a consacrée à l'histoire. cet élément. Et le dernier élément, le Venez. dernier défi, Oui. c'est le repositionnement de l'histoire africaine dans le débat national. C'est-à-dire que, et il a dit, les hommes politiques, les pouvoirs publics, j'ai l'impression qu'ils ignorent le rôle de l'histoire dans le façonnage des identités Et nationales. des sciences humaines en général. Vous savez, C'est vous pour nous ça que avez je vous dit dis, vous tantôt, avez à vous avez expliquer dit justement au tantôt, public. vous avez dit tantôt Ouais. qu'il appartient aux historiens d'aller vendre leur discipline. Ah, exactement. Attendez, quand vous prenez un physicien, on sait qu'il fait de l'énergie solaire. Quand les pouvoirs publics ont besoin de l'énergie solaire, on va le chercher. Voilà. On va le chercher. Il n'a pas besoin de venir crier sur les toits que je suis physicien, je fais ci, je fais ça, avant que l'on sache qu'il existe. Donc, Le rôle d'un historien, c'est pas de vendre. les Mais c'est pouvoirs d'écrire l'histoire. publics Il y a des produits ne qui se peuvent pas vendent dire- d'eux-mêmes. Attendez, les pouvoirs publics ne peuvent pas L'infectiologue qui dire... aura trouvé un médicament, en tout cas le pharmacien qui aura trouvé Non, le... je sais, un mais médicament contre le coronavirus, raisonnement que je il tiens, n'aura pas besoin d'aller le convaincre, raisonnement que je tiens, c'est celui-ci. C'est-à-dire, on n'a pas les pouvoirs publics togolais, par exemple, ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y a des historiens au Togo. Alors, si la CVJR a dit
que pour régler un problème de société, il faut recourir à l'histoire, ils savent où trouver les historiens. Nous sommes là. Nous n'avons pas à aller gongonner sur les toits pour dire que nous sommes là, venez nous chercher pour que nous puissions. Il y a des projets qu'on peut lancer et solliciter l'expertise des historiens pour pouvoir corriger un problème d'ordre social qui existe dans notre société. Donc je pense que dire que nous ne communiquons pas assez autour de notre discipline, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Nous faisons de notre mieux à travers les séminaires, à travers les conférences, à travers les émissions. Non, mais ce que je veux dire, notre travail, ce n'est pas d'aller vendre. C'est-à-dire, notre travail, c'est de produire de la connaissance historique. Et qui va vendre ces connaissances? Voilà, ça veut dire que la connaissance historique étant un besoin pour la population, il revient alors aux acteurs relais de s'en approprier. Et dans ce processus, si l'appui des historiens est sollicité, je crois que les historiens l'apporteront. Oui. Par exemple, moi, je ne peux pas passer mon temps à aller de radio en radio, etc., dire programmez-moi, alors que j'ai des articles à écrire, des recherches à faire. Vous prenez vos collègues occidentaux des médias. À chaque fois qu'il y a un problème d'ordre social, spécifique, dans le journal, on invite systématiquement quelqu'un des sciences de l'homme et de la société, un historien, sociologue, etc. C'est comme ça aussi mais c'est pour ça que nous avons couvert vos colloques et nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de votre ouvrage. C'est l'exception qui confirme justement la règle. Je vous dis ceci, monsieur. Ce qu'on va faire, sortez-nous les statistiques de vos émissions et la part consacrée aux sciences humaines. Je crois que tout le monde sera édifié. Je vous écrirai un article là. Ce que je voulais dire, c'est que quand on prend les programmes d'enseignement, du plus primaire jusqu'au secondaire, il y a une partie qui est réservée à l'histoire et à la géographie. C'est-à-dire que le pouvoir public et les pouvoirs publics sont conscients qu'il faut consacrer une part importante à l'histoire. En ce sens-là, il faut. Mais je ne veux pas enfoncer et remuer le couteau de la plaie. Oui. Quelle est la part du Togo dans ces programmes? C'est inexistant. Mais prenez le programme français, et regardez la part consacrée à la France. Oui, c'est ça. Ça dit que c'est des trucs extravertis. Dans les années 1950-60, on n'en savait pas beaucoup. Donc, on a fait le programme africain et malgache. On s'en tient là. Et ce sont des programmes extravertis. Et ça dit qu'on va vous parler de Sundiata, d'ici, mais personne ne sait qui est Agokoli, personne ne sait qui est Poizo, personne ne sait, etc. C'est ça le problème. Ça dépend, c'est là où nous disons, c'est quel type de citoyen on veut former. C'est pas nous qui décidons de ça. Sauf si on nous demande, si on met sur pied, comment on appelle, une commission d'historiens ou de spécialistes des sciences de l'homme, on nous dit, faites-nous des propositions, nous on va pouvoir faire les propositions. Voilà. Mais regardez ces programmes, c'est des programmes extravertis. Ce ne sont pas des programmes qui peuvent permettre de former un Togolais qui va aimer son Togo tout en étant ouvert sur le monde. Il ne sait rien. Vous voulez dire que nos programmes ne parlent pas suffisamment de nos pays, des réalités? C'est absent. Nos pays n'existent même pas là-dedans. C'est absent. Nos pays n'existent pas. Vous prenez un lycéen, il maîtrise mieux l'histoire des États-Unis que l'histoire du Togo. On va parler de l'Algérie, des États-Unis, de la Russie. On va vous parler de la toundra. Et depuis, à chaque fois que moi j'ai l'occasion de venir sur les médias et que le débat porte sur ces questions-là, je ne cesse de le dire. Il faut qu'on revisite ces programmes qui datent de la période de la réforme de l'éducation. 1975. Monsieur Tchibé, il ne s'agit pas de les revisiter. Il faut les refaire clairement avec une mission très claire. Ça ne peut pas former un citoyen. Et ça, regardez même les méthodes d'enseignement. Ça forme quoi? Ça ne forme rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous appelez méthode d'enseignement? Mais on vient, on dicte... Et on dicte après. Oui, mais et vous continuez même à l'université. Moi, je vois encore. Vous m'avez une fois vu, moi, j'ai dicté. Je vous invite à mon cours. Je crois que je fais plus d'une vingtaine d'enseignements. Je vais vous inviter. Venez voir. Une seule hirondelle ne fait pas le non, monsieur Tchibé, est-ce que vous dictez votre cours? Personne ne dit son cours. Non, avec le LMD. Moi, je vois sur le campus. Attendez, avec le LMD, il est demandé d'enseigner autrement. Et je pense que même avant, nous inscrivons dans cette logique. Vous savez qu'il y a beaucoup de vos collègues qui dictent. Je sais, mais c'est plutôt à cela qu'il faut dire une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ça. Parce que la majeure partie des enseignants ne dictent pas les cours. Dites pas les cours. Souvent, vous donnez le support, vous expliquez. D'ailleurs, même, si moi je vais dicter le cours, mais le nombre d'heures, ça ne va même pas. Oui, ça va pas. Parce que vous pouvez prendre les explications, donner le support, vous allez voir que le support n'en constitue qu'une petite synthèse. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je dis ceci. Il faut pas se tromper. Le problème,
ce n'est pas un problème d'historien, spécifiquement dans le cadre du Togo. C'est un problème de politique. Que le politique se positionne bien clairement. Que voulons-nous faire de l'histoire? Quelle peut être la contribution de l'histoire? Je parle de l'histoire, mais pas seulement de l'histoire, des sciences humaines. Des sciences humaines. Parce qu'en réalité, les gens croient que les sciences humaines à l'université, c'est là où on va produire les chômeurs. Oui, on produit les chômeurs parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Pourtant, dans un pays qui est aussi sous-développé, qui a des problèmes pour construire, comment on appelle, pour construire une unité nationale, une nation, etc., eh bien, les spécialistes des sciences humaines peuvent contribuer. Les philosophes ont leur mot à dire. Oui, mais professeur, le problème aussi, est-ce que c'est pas parce que vous produisez trop de, on va les appeler entre guillemets demi-lettrés, oui, mais quand est-ce vous que prenez les sciences humaines qui s'arrêtent à bac plus 2, bac plus 3. Mais qui les oriente vers nos départements? Ce sont les enseignants qui les oriente vers nos départements? Pour les former, il faut avoir le bac et avoir la volonté de continuer pour l'étude à un niveau supérieur. Donc c'est pas l'enseignant qui va oui, mais je vais vous dire ceci. Lorsque l'étudiant, l'élève a le bac, et la seule possibilité pour lui de faire les études supérieures, c'est qu'il aille s'inscrire en histoire, ou bien c'est là où on l'admet, quelquefois même contre sa volonté. Vous voulez que moi, enseignant, je fasse quoi? Que j'aille dire à la DAS, ne les envoie pas. Est-ce qu'ils ne savent pas? On parle d'adéquation entre les emplois et la formation. Qui ne sait pas dans ce pays que quand on lance le moindre concours d'ENES, pour ne serait-ce qu'une École nationale supérieure pour l'enseignement, pour 10 places ou 20 places, vous avez des milliers qui arrivent. Qui ne sait pas? Et ça, est-ce que c'est moi, historien, qui vais aller dire que, bon, dans les universités, allez, regardez un peu par rapport à l'orientation. Et il faut aussi créer les possibilités de formation pour que les gens ne soient pas obligés de se déverser. Non, mais vous savez, c'est un problème sérieux. Parce qu'il fut une année, moi j'ai eu dans mon groupe de travail, enfin de travaux dirigés, quelqu'un qui a eu le bac F4. Moi, si j'en ai eu. Les F4, les F2. F4, c'est plutôt technologie. Oui, industriel et tout ça. Oui. Qui est venu en histoire après le bac. Je dis, mais ça pose un problème. Un sérieux problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fait pour évoluer dans le secteur industriel, qui vient se retrouver en histoire, mais ça pose un problème. Et je pense que aujourd'hui, les autorités à la tête du ministère des enseignements primaires et secondaires parlent de plus en plus de la réforme du système éducatif, et je pense que c'est à l'ordre du jour, et on va s'attaquer à ces problèmes-là, parce que c'est important. C'est important, parce que notre système éducatif, pour ne pas être méchant, est en panne. Il faut qu'on le dépanne. Professeur Cousin, alors est-ce que l'histoire suscite encore des vocations? Vous êtes à l'université de Kara, chez vous là, est-ce que vous recevez encore beaucoup d'étudiants? La preuve, c'est que l'effectif est toujours en croissance. Et les jeunes ont toujours envie de faire l'histoire. Que vont-ils devenir? Le besoin là, mais que vont-ils devenir? C'est à eux de savoir par rapport aux objectifs fixés et par rapport au marché de l'emploi, savoir ce qu'ils veulent faire demain. Et ça aussi, le risque c'est quoi? C'est que ils ont la volonté de le faire, mais nous ne pouvons pas le faire. Beaucoup s'orientent vers quoi? Pour la formation en master ou professionnel, master professionnel, pour pouvoir rapidement trouver de l'emploi et gagner. Et à lieu de faire enseignement supérieur. Beaucoup vont de ce côté-là. Moi, je dis qu'il faut relativiser les propos de mon collègue, le professeur Cousin. Oui. Parce que beaucoup viennent en histoire, ce n'est pas par choix. Il faut aussi dire ce qui se passe dans les DAS. Ok, tout on est à l'université. C'est-à-dire que pour aller dans les sciences... La DAS n'impose pas... S'il vous plaît, pour aller dans les sciences, on dit, si vous n'avez pas la moyenne dans tel, dans la plupart des cas, ils sont regardants. Vous n'avez pas les moyennes en maths, etc. On ne vous envoie pas là-bas. Oui, mais bizarrement, en ce qui concerne les sciences de l'homme et de la société, c'est comme si c'est une déchetterie. C'est-à-dire même tous ceux qui on les renvoie. Or, en même temps aussi, on parle d'adéquation emploi-formation. Mais quelle possibilité? Qui ne sait pas qui a des problèmes? C'est de ça dont nous parlons. Donc, il faut nuancer. Il y a quand même une certaine logique quand vous n'avez pas de bonnes moyennes dans les mathématiques. Oui, pourquoi est-ce que quand vous n'avez pas les bonnes moyennes, en histoire ou bien en français, quand vous ne remplissez pas les exigences, pourquoi on vous renvoie alors? La moyenne, c'est quoi? 12 en histoire et géographie, 12 ans en français, ou 10 ou 12 ans en français, pour pouvoir maîtriser la langue. Oui.
Et oui, et vous avez des cas où les gens choisissent premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et troisième choix, souvent les derniers choix là, c'est Issojo. Et c'est là où on les balance. Non, mais le réel problème aussi, c'est que quand vous prenez les relevés de ces bacheliers-là, qui ont fait la série D, la série C, tous ceux qui sont moyens, vous allez voir que ce ne sont pas les matières scientifiques qui font qu'ils réussissent. Oui. Ils travaillent très bien en français, en histo-géo, etc. Du coup, quand ils vont pour leur orientation, ils n'ont pas eu une bonne note en maths ou en physique et on dit, bon, comme vous avez eu 13 ou 14 ou 16 en histo-géo, allez en histo-géo. Et il faut aussi dire aussi quelque chose par rapport à ces notes. L'enseignement, l'enseignement de l'histoire, de la géographie, tel qu'il se présente au niveau du supérieur, c'est très différent de ce qui se passe. Parce que moi, j'aurais aimé voir des gens qui ont 16 au secondaire, qui viennent à l'université, ils ont les 16, les 18, je dis alléluia. Mais ces gens arrivent, vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais fait de l'histoire, même les prérequis n'existent pas. Donc, ça pose les problèmes dont nous parlons. C'est-à-dire les problèmes de la façon dont c'est enseigné, c'est-à-dire très, très inadapté par rapport au fait de faire de l'histoire à un niveau supérieur. Et vous avez une grande masse qu'on vous envoie, et parmi ceux qu'on envoie, je doute que la majorité ait choisi l'histo-géo. Autant dire que l'histoire ne se porte pas bien, alors. Beaucoup j'ai dit ceci. On va conclure, professeur Cousin. À quel niveau, si c'est la production. Oui, la production se porte bien. Au niveau de la formation, il y a des difficultés. Au niveau de la diffusion, il y a du chemin à faire. Alors, conclusion, professeur Cousin, ce document, ça va servir à quoi en une minute? Oui, du moment où c'est une publication qui contient des sujets de divers ordres. Il y a des articles sur l'économie, sur la monnaie et le franc CFA, comment le Togo a été intégré au franc CFA, qui constitue un défi. Ouais, des informations qui sont disponibles pour ceux qui sont des acteurs politiques ou des décideurs, pour avoir l'information sur comment les choses évoluent et les difficultés qui sont liées à cela. Plus les étudiants qui peuvent aussi en tirer profit, et je dirais les pouvoirs publics qui ont besoin de ça. Professeur Tibé, 30 secondes. Non, je peux dire que c'est un document qui va alimenter les rayons des bibliothèques pour nourrir la réflexion. Donc les étudiants, les chercheurs vont pouvoir trouver leur part, mais c'est également des contributions importantes dont peuvent se servir les décideurs pour mieux comprendre l'histoire du Togo et d'ailleurs pour mieux affûter leurs décisions politiques. Oui, moi je crois que l'ouvrage élargit le champ de connaissances de l'histoire africaine. Et en cela, c'est un ouvrage qui est offert au monde et qui donne la connaissance sur tous les sujets traités par rapport aux besoins qui se poseront. Voilà. Merci. En tout cas, comme je l'ai dit, beaucoup de choses à découvrir. Et je reviens toujours à cet article qui m'a beaucoup fasciné. Quand les morts s'adressent aux vivants, étude de quelques inscriptions de l'Ancien Empire, 2700-2350 avant Jésus-Christ. Même dans nos sociétés, les morts s'adressent aux vivants, dit-on. Les morts ne sont pas morts. Mais pour le moment, ce sont les vivants qui s'adressent aux morts. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.